Merci. Donc, alors moi, je retiens surtout des trois exemples qui ont été... On a un sentiment qui se dégage, c'est que la digitalisation est un long fleuve tranquille. Hein. Il y a tellement de raisons de le faire, ça apporte tellement de choses, c'est tellement positif qu'on se demande, est-ce qu'il y a quand même quelque part, et là justement dans les interventions d'Aurélie, on voit il y a des blocages, il y a des freins, il y a des... voilà, donc est-ce qu'on peut peut-être revenir assez rapidement avant de prendre quelques questions de la salle, mais est-ce qu'on peut identifier les blocages ou les freins qui ont pu être rencontrés, encore une fois, dans le secteur de l'assurance, chez Orange, ailleurs, les freins, les blocages, nature organisationnelle, y compris RH, hein, mais technologique ou réglementaire aussi. Hein, est-ce qu'il y a des choses voilà, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui a pu bloquer et comment ça a pu être débloqué? Qu'est-ce que moi, je veux bien commencer à répondre à cette question. Alors peut-être, je crois qu'il y a une grande différence entre le digital comme facteur d'accélération de la qualité de la relation qu'on peut avoir des clients. C'est là-dedans que j'ai essentiellement pioché mes exemples tout à l'heure. Il y a deux autres grands aspects du digital. Pour moi, c'est le digital qui transforme radicalement un business model. Si je prends un exemple, dans l'assurance toujours, vous voyez bien qu'il y a un vrai challenge pour les assureurs aujourd'hui à se dire, on a ces énormes plateformes que tout le monde connaît bien, hein, qui de plus en plus deviennent détenteurs des données. Donc pour nous c'est très intéressant parce qu'effectivement elles ont plein de données et nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on a de données et meilleur on est dans notre métier d'assureur, plus performant on est pour nos clients, il y a plein d'avantages pour tout le monde. Sauf que dans un premier temps, tout ça va être positif pour tout le monde, pour les clients, pour les assureurs, pour les plateformes. Et puis si on se projette un tout petit peu plus loin, on se dit oui mais ce monde-là il va peut-être pas durer éternellement. Et puis après, est-ce qu'il n'y a pas un risque de cartélisation du monde des données avec quelques plateformes mondiales qui détiendront les données? Et à ce moment-là, les assureurs ils se retrouveront complètement dépendants de quelques acteurs qui pourront, eux, tarifer l'accès aux données à des tarifs qui ne sont pas du tout ceux d'aujourd'hui, par exemple. Donc, on a, je trouve, tu as raison de poser cette question, parce que ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. C'est que dans un premier temps, on a un essor et on se dit, mais tout ça est génial parce que voilà, ça va être du plus pour tout le monde. Et assez rapidement, et suivant les axes dans lesquels on se développe, on s'aperçoit que, en particulier l'intervention des plateformes, sur la distribution, moi je dis de l'assurance, mais je pense que ça transposable à tout le reste, c'est vrai que c'est super pour l'assuré, enfin pour le prospect, de se dire, moi j'ai des sites qui me comparent, c'est vrai que les contrats d'assurance, parfois ça peut être un peu rébarbatif à comparer, donc c'est quand même super si j'ai ma plateforme préférée, qui me fait son classement et qui me met des petites étoiles, etc. Et du coup, moi, j'irai choisir comme ça mon contrat d'assurance. Donc si tout ça est fait de façon extrêmement professionnelle, effectivement, ça va améliorer la concurrence. Donc encore une fois, tout ça est très positif. On peut aussi imaginer qu'il y a un moment où la plateforme elle-même, elle est intéressée à promouvoir plutôt telle marque de contrat ou tel type de contrat que tel autre parce qu'elle a des liens ou parce que celui-là, il paye un peu plus la pub ou il paye un peu plus, enfin voilà. Et donc, alors qu'on espérait que tout ça allait génialement améliorer la transparence et la concurrence, on peut aussi se retrouver, encore une fois, vers un monde qui est totalement drivé et qui devient cartélisé. Enfin, ça fait 2 fois que je prononce ce mot parce que moi, ça me frappe. C'est-à-dire que ce concept de dire, pour des produits un peu complexes, là vous disiez même pour choisir un téléphone, les gens ils ont envie qu'on les aide, etc. Donc c'est pareil, il y a des comparateurs, il y a ma plateforme préférée qui me dit vaut mieux prendre celui-là que tel autre. Ça peut devenir un frein à l'innovation, parce que en fait, avec les comportements moutonniers, si on choisit un peu tous plutôt le premier contrat auto recommandé par la plateforme compte tenu de l'usage qu'on veut en faire, il n'y a plus de place en fait, parce que le petit dernier qui arrive, qui lui n'est recommandé par personne, puisque par définition, il n'a pas encore vendu beaucoup de contrats, et finalement, il y a un barrage à l'entrée sur le marché.
Donc ce que je trouve très intéressant dans ces sujets de distribution et de concurrence, c'est que dans un premier temps, oui, on a l'impression que tout ça va être grandement facilité. Je dis quand même attention, parce que quand on va dans une vision plus systématique de la digitalisation, de l'intermédiation par les plateformes, etc., on retrouve finalement, on peut retrouver en tout cas une forme de cartellisation. Donc là, j'étais vraiment sur la distribution, donc tout ce qui est en interface avec les clients. Là où tu as aussi raison, et je pense que tu posais la question, c'est comment est-ce que moi, entreprise d'assurance, dans mes métiers qui sont des métiers beaucoup de gestion avec des tâches répétitives, comment est-ce que j'importe la digitalisation? Et là, il y a, c'est ce que McKinsey, BCG, etc. Nous disent, donc il y a des potentiels d'économie et donc d'amélioration de la productivité qui sont absolument colossaux. On voit d'où ça pourrait venir. Hein. Il y a des startups aujourd'hui, par exemple, qui vous développent des systèmes d'indemnisation des tout petits sinistres, mais quasi instantanés. C'est-à-dire vous envoyez la photo de votre sinistre et puis hop, la photo est analysée, etc. Et je veux dire, 2 clics plus tard, vous avez un virement qui part et on vous indemnise. Donc on voit bien que pour toute une série de types de sinistres, on va pouvoir traiter ça de façon automatisée. Alors, il faut toujours bien se rendre compte qu'il y a un monde et qu'il y a un gouffre entre la start-up qui développe un outil génial sur un smartphone, etc., et la généralisation de l'application dans une grande entreprise, une entreprise qui traite, nous, on gère 36 000 sinistres par jour, quand même, juste pour donner l'échelle. Et là, c'est vrai qu'on a en général les yeux de chimène pour les startups. Moi, je dis, n'oubliez pas qu'il y a un vrai métier qui est l'intégration de la start-up ou de la techno développée dans une start-up, dans une vraie entreprise de grande taille qui gère 36 000 sinistres par jour. Ça, c'est un vrai métier. Et si ce métier n'est pas développé, en fait, l'innovation, elle va rester dans le bac à sable, là, chez la start-up, et elle ne va pas bénéficier au plus grand nombre. Et nous, entreprises d'assurance, voilà, en général quand même des entreprises d'une certaine taille, c'est vrai qu'on est en train de développer ce savoir-faire, hein, d'intégrer dans nos gestions des solutions innovantes, mais là, c'est beaucoup plus long. Hein. Donc, les gains de productivité, on ne les a pas encore vus parce que, en fait, dans un premier temps, ça coûte très cher. On est tributaire du legacy en termes informatiques, c'est-à-dire la vraie vie, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'on a des systèmes informatiques énormes, hein, compte tenu des masses à gérer, et qui sont donc relativement anciens. Donc là encore, l'adaptation des systèmes pour digérer ces nouveaux modes de gestion, ça ne se fait pas du tout instantanément, et ça coûte quand même très cher. Et dernier volet que je vais laisser pour la fin, mais qui est évidemment le plus important, c'est la transformation humaine des organisations. Nous, on s'inscrit dans un trend, puisque les assureurs, compte tenu des enjeux, ils n'ont pas attendu l'année dernière pour s'intéresser à ce sujet, ils se développent ça depuis très longtemps. Moi, je dirais qu'un bon indicateur, alors, je ne sais pas comment vous réagiriez de votre côté, c'est quand la direction numérique disparaît. Et moi, j'ai le même enjeu à la FFA, c'est-à-dire que moi, j'ai une direction du numérique, mais voilà, elle est un peu dans son coin, elle fait des trucs super, elle est au courant de tout ce qui se passe. Puis après, j'ai le reste, j'ai les gens qui font de l'assurance auto toute la journée. Et je prends cet exemple chez moi, comme ça, voilà. Mais je pense que c'est un peu partout. L'enjeu, c'est comment est-ce que le digital ou l'IA, enfin peu importe le nom qu'on donne, comment est-ce que ça rentre dans les métiers eux-mêmes et que ce sont vraiment les gestionnaires, les techniciens du risque, les actuaires, etc., qui se saisissent de toutes ces possibilités absolument fantastiques qui sont offertes par la technologie et qui sont moteurs et demandeurs pour les intégrer dans leur propre métier. Et ça, je pense que c'est vraiment un énorme challenge. Alors nous, on est un peu aidés dans l'assurance parce qu'on dépense beaucoup d'argent, beaucoup plus que la moyenne nationale, pour former les gens. Hein. On est à 4% de la masse salariale en dépenses de formation. Donc du coup,
On a développé un certificat numérique. Enfin, on a 80% des salariés qui ont au moins une formation dans l'année. Donc, c'est énorme hein, par rapport à beaucoup d'autres entreprises. Donc, on capitalise beaucoup là-dessus. Mais, néanmoins, la full digitalisation de l'entreprise, ça prendra encore quelques années quand même. C'est vrai. Alors, je rebondis juste sur ce dernier point, juste là-dessus, parce qu'on est un peu au cœur du sujet aussi chez Orange. C'est quand même probablement un des plus grands challenges que nous avons, c'est justement comment est-ce qu'on fait basculer l'humain dans ce monde numérique, et surtout comment on met le numérique et donc le client au cœur de notre appareil de production. Parce que finalement, quand on revient toujours au client, le client il est super affûté, il est très renseigné, il sait exactement ce qu'il recherche. Donc il faut vraiment qu'on arrive, nous, à pouvoir savoir presque à l'avance ce que le client attend de nous. Donc ça passe par des dispositifs de clients, enfin d'écoute client assez avancés. Mais surtout, il faut qu'on arrive à mettre le client au cœur même de notre appareil de production. Pour ça, il y a des méthodes qui existent. Vous avez sans doute entendu parler de l'agile, hein, qui sont des méthodes inspirées des startups et des GAFA. Et finalement, ça permet de pouvoir revenir à ce que nous avons été un jour. Même nous, Orange, on a dû être une startup il y a, je sais pas, 150 ans, en 1880, où il y avait 10 personnes dans une salle, à travailler ensemble sur un seul projet. Absolument. Absolument, mais il n'y avait peut-être pas tant de gens que ça, finalement, à l'époque, quelques personnes qui travaillaient ensemble sur essayer de construire la première ligne téléphonique. Et puis après, ça a grossi. Et puis aujourd'hui, c'est 85 000 personnes en France avec pas mal de silos organisationnels. Et donc l'agile, c'est ça. L'agile, c'est redécouper une grande entreprise comme Orange en micro-PME, en micro-start-up, et qui s'organisent en équipe pluridisciplinaire. Les gens de l'IT qui vont avec les gens du design, les gens du marketing et donc du business. C'est très important que le business soit au cœur du numérique, et les gens de la data qui représentent un peu la voix du client. Donc des petits squads de 10, 12 personnes. On redécoupe comme ça l'entreprise et on les met au service d'une ambition business, pas numérique mais business. Et leur objectif, c'est toutes les 4 à 5 semaines de produire une nouvelle version d'une application, d'un service, d'un produit, d'un projet, et les mettre dans les mains de clients, de vrais clients. Et de modifier, en fonction de ces retours clients, leur application, leur service. Et donc vous voyez que c'est un mode de développement de produits qui est presque en amélioration continue avec le client, presque en co-construction avec le client. Et c'est un énorme changement culturel pour nous. Ça veut dire que, tant pour l'humain que pour nos process, pour nos outils, hein, ça pose beaucoup de questions. Et donc il y a des sujets de compétences, il y a des sujets de formation, évidemment, il y a des sujets d'outils. Et donc tout ça, il faut arriver à les chercher. Mais au-delà de ça, c'est surtout un changement culturel. C'est peut-être là-dessus que je terminerai. C'est un changement culturel très profond. Parce que d'abord, ça veut dire que le lien hiérarchique, il n'est plus dans votre organisation en silo. Vous avez compris, vous êtes plus rattaché en fait hiérarchiquement à votre organisation d'origine. Vous êtes rattaché un peu au projet. Et donc pour une boîte comme nous, qui est plutôt une culture d'ingénieur, et j'ai rien contre les ingénieurs, hein, je suis ingénieur de formation, mais plutôt sachant, qui se dit, moi je sais ce que le client pense parfois, ça change complètement le rapport de force. Le lien hiérarchique, il est plus porté par le projet, par le client, que finalement par le patron. Donc ça, c'est un gros frein pour nous, le culturel d'abord. Et puis l'autre grande problématique que nous avons, c'est d'attirer des talents. Donc on a besoin de talents dans ce monde du numérique, autour de l'IA, la data, du design, etc. Donc ça, c'est un gros sujet pour nous. Ces méthodes agiles que nous sommes en train de déployer, on veut les généraliser sur 80% de notre appareil de production. Donc ça veut dire que nous devrions être en capacité de devenir une boîte, entre guillemets, presque totalement agile dans les 3 ans qui viennent. Et puis on mise aussi beaucoup, alors je fais juste un petit écart, je ne parle pas du numérique, mais un peu de responsabilité sociétale. On mise beaucoup sur la responsabilité sociétale, environnementale. Vous avez peut-être dû voir qu'on a annoncé qu'on voulait être carbone neutral, donc ne plus émettre d'émissions carbone en 2040, c'est-à-dire 10 ans avant les accords de Paris. Parce que les clients attendent ça de nous, d'abord. Parce que les salariés et les citoyens attendent ça de nous. Mais aussi, c'est un moyen pour nous, je terminerai là-dessus, d'attirer des talents. Nous sommes archi convaincus qu'entre une entreprise qui est vraiment engagée dans une responsabilité environnementale versus une qui l'est un peu moins, eh bien, ça permettra aussi de réattirer des talents qui choisiront peut-être l'entreprise qui est très engagée par rapport à une entreprise qui l'est un peu moins. Voilà. Un dernier point, je dirais, brièvement. Je vais quand même prendre une autre question. Je fais une distinction entre la révolution numérique au niveau de l'entreprise, au niveau de l'industrie et au niveau macro. Au niveau de l'entreprise,
D'abord, aux 3 niveaux, les révolutions numériques qu'on vit, on est au début. Elle sera aussi importante que l'imprimerie lorsque ça a été inventé, et ça va changer le monde de façon radicale et pour longtemps. Je suis convaincu de ça. Donc, c'est normal qu'on soit dans le brouillard parce que c'est quelque chose de gros et de généralisé qui est en train d'arriver. Au niveau de l'entreprise, c'est pas simple de numériser parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on doit numériser, à quel niveau, avec quelle sécurité? Ça prend un budget, ça prend de la culture. Et donc, la toute petite entreprise dont vous parlez tout à l'heure, c'est un grand défi. En fait, c'est la moyenne entreprise qui peut commencer à le faire, et vraiment, pour la petite, c'est un grand défi. Mais pour l'entreprise, c'est une question de choix. Et lorsqu'elle le fait, elle gagne en efficacité, mais elle produit une tonne de données, un nombre quasi infini de données. Il faut qu'elle décide qu'est-ce qu'elle fait avec ces données. Et ces données-là, lorsqu'elles existent, ça change la donne, parce qu'elles existent, toute la relation entre les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les travailleurs, les patrons et les régulateurs, est changée. Ça, c'est le point fondamental au niveau de l'entreprise. C'est l'existence de données nouvelles qui rendent l'entreprise plus efficace, plus optimale, mais qui crée aussi un nouveau monde beaucoup plus transparent. Le deuxième, c'est au niveau de l'industrie. Les industries où la confiance est importante devront, et je suis à peu près certain, se coller davantage sur des technologies à la blockchain qui vont dominer. Mais dans cette dynamique-là, au niveau de l'industrie, on a le fait de winner take all, comme on parlait ce matin, ce que le professeur parlait, Philippe, à Lyon, c'est un phénomène qui existe par industrie, mais aussi qui est très important, et ça, c'est relié à votre concept de concentration et du fait que la propriété de données au niveau d'une industrie peut créer une situation où, dans le fond, on n'a plus un système aussi concurrentiel qu'avant parce que les données sont concentrées. Oui, l'industrie est numérisée, mais les propriétaires de données sont concentrés, donc la donnée devient l'art. La troisième, c'est au niveau macro, et ça, c'est la prochaine séance, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je pense que les gouvernements ont des grandes décisions à prendre sur non seulement la protection des données, mais quelles sont par industrie les priorités à prendre pour numériser. En fait, ma petite expérience, c'est que pour une entreprise, même de moyenne taille, c'est une équation extrêmement difficile de décider quoi numériser, comment numériser. Et la raison, c'est qu'il faut décider tellement de choses et gérer plusieurs fournisseurs. Une grande entreprise peut gérer un intégrateur informatique, un fournisseur de robots, tout ça. Mais la moyenne entreprise ne sait pas trop comment faire. Nous, dans notre petite entreprise que je vous parlais, Novelia, ce qu'on fait, on va dans le Tier 2, c'est-à-dire les moyennes entreprises qui ont le moyen, qui n'ont pas le moyen de gérer les grands, mais on arrive avec une plateforme. On fait un audit pour dire vous êtes là par rapport à ce que vous pourriez être. Et là, on fait un plan. Mais c'est la règle de Pareto aussi. Beaucoup de cas, il faut numériser 80% de ce qui est important et non pas nécessairement tout numériser. Merci. Je pense qu'on a le temps de prendre peut-être une ou deux questions courtes, rapidement, pour ne pas empiéter sur le... Même s'il y a déjà eu beaucoup de... Oui. Alors. Ça va un peu dans le sens de ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que, c'est pas très romantique. Je veux dire, le fermier s'entend venir sa mort prochaine, rassemblant ses enfants, et puis il dit, mais les enfants leur disent, mais je vais transformer ta ferme en une machine d'un robot. C'est pas très drôle. Alors, mais plus sérieusement, est-ce que ça va quand même pas... c'est vous qui répondez, mais c'est quand même, il y a une contradiction. Ça va vers la taille des entreprises plus grandes, des entreprises, la petite entreprise, le circuit local. Est-ce que tout ça n'est pas en contradiction, ou en tout cas en antagonisme avec cette numérisation? En fait, il y a des entreprises qui ne vont pas survivre. Il y a des entreprises qui ne vont pas survivre. Alors, l'entreprise, dans tous les secteurs, parce que qu'est-ce que ça fait, la numérisation? Ça met le client au centre. Et ça, c'est fait. Et si vous ne numérisez pas, c'est difficile de mettre le client au centre. Alors, mon fermier, tout à l'heure, lui, il avait ses champs au centre. Il voulait être bon fermier. Mais quand les enfants ont décidé de produire des pommes de terre pour les clients, à la demande du client, avec une qualité, un contrôle de fraîcheur et de traçabilité, ils ont connu une croissance, alors que lui, il crevait de faim. Donc non, c'est l'inverse. Celui qui ne numérise pas va disparaître, même le local. Et c'est parce que tu numérises qu'on pourra savoir que ta pomme de terre, elle est localement produite. Alors que si tu produis des pommes de terre à l'ancienne, tu ne peux pas démontrer à la planète que la tienne, elle vient de telle place, parce que tu ne sais pas.
Donc la traçabilité vient automatiquement avec la numérisation. Et ce que le consommateur va avoir, c'est un produit local, il veut surtout savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, d'où elle vient. Et ça c'est aidé beaucoup par la numérisation, et dans l'agriculture, et dans le manufacturier. Enfin, pour le coup, moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que toutes les solutions ne sont pas compliquées. Enfin, le niveau de solution numérique à mettre en œuvre pour avoir un niveau de base, voire un peu meilleur, en fait, se simplifie jour après jour. Alors, je ne vais pas citer des solutions qui ont le défaut de ne pas être françaises, mais en tout cas, pour aujourd'hui, un artisan commerçant, il y a quand même beaucoup de choses qu'il peut faire finalement de manière assez simple et sans forcément d'accompagnement très important. Donc c'est un peu comme si vous disiez aujourd'hui oui, ben, si j'ai envie d'avoir accès à Internet dans mon commerce, j'achète une box quoi, et je prends un abonnement. Ça n'a pas toujours été aussi facile que ça. Non, juste une question pour demander effectivement votre appréciation. Finalement, ça venait effectivement assez clairement dans vos interventions. Finalement, ce qu'on voudrait in fine, ou même très vite, c'est que le bien-être social soit augmenté par cette grande révolution technologique. Il y a deux raisons potentielles pour lesquelles ça ne marche pas encore bien aujourd'hui. C'est que les potentialités ne sont pas toutes réalisées. Donc ça, c'est du côté, évidemment, là, de ce côté-là, où ça se situe plutôt. Alors ça revient peut-être à la question qu'a posée Pierre tout à l'heure. C'est du côté du travailleur, de l'éducation, de la formation, ou du côté du consommateur, qui lui-même est un peu une forme d'incertitude, ou le producteur, qui ne s'empare pas de l'ensemble du sujet. Donc ça, c'est les potentialités qui ne sont pas réalisées. Ou alors, la rente est captée. Et là, vous l'avez dit, il y a effectivement de la concentration, il y a effectivement de la rente captée qui ne va pas jusqu'aux citoyens. Et donc, toute l'importance, bien sûr, de la régulation à venir, présente et à venir. Donc voilà, il y a deux façons d'expliquer fondamentalement le fait qu'on n'est pas encore au max du bien-être, et finalement ce qu'on détruit comme valeur n'est pas complètement remplacé par une création de valeur. Ou alors, dans ces deux façons de le voir, quelle est pour vous l'explication la plus aujourd'hui, celle qui explique le mieux qu'on n'ait pas encore aussi l'augmentation du bien-être du consommateur ou du citoyen? Je répondrai par un seul exemple. Le chip a été inventé 50 ans. Le chip, je ne sais plus mon français, la puce a été inventée, ça a pris 50 ans avant qu'elle ait un impact économique véritable. Et c'est arrivé lorsque l'ordinateur sur nos pupitres, le portable, oui, est apparu. 50 ans. Il y a beaucoup de ces découvertes-là qui prennent beaucoup de temps pour ton premier point. La deuxième, c'est que le défi de capter la rente dans un monde comme celui qui évolue, moi, c'est là qu'est le plus gros problème. Et ce matin, ce que le professeur Athion disait, c'est très très juste. On a une nouvelle dynamique industrielle qui est reliée au fait que le data crée des concentrations, des pouvoirs qu'on n'avait pas avant. Et comment réglementer ça? Le débat est au début. On parle beaucoup des taxations des GAFA, mais d'après moi, le débat devrait être sur l'écosystème autour du GAFA au niveau de la compétition et de la concurrence plutôt que sur l'État. Moi, je voudrais votre question à deux niveaux, c'est-à-dire, je pense que quand même le client, il commence à bénéficier de pas mal d'effets induits positifs, c'est-à-dire que sans aucune augmentation de tarifs, il peut gérer ses contrats sur Internet, sur smartphone, enfin. Donc, je trouve qu'il y a déjà quand même pas mal d'améliorations. Moi, la question que je poserais, c'est plutôt les entreprises. Enfin, quand des grands cabinets chiffrent à 38% les gains de productivité, je ne sais pas combien, on en est très très loin, au contraire, parce qu'il faut beaucoup investir. Donc je pense que là, c'est qu'effectivement, on est au début, on a des legacy, enfin, mais moi je trouve que le côté client, et tant mieux pour les clients, c'est très très bien, mais on a quand même apporté pas mal d'améliorations de services qui sont des services supplémentaires, et il faut le faire, et c'est très bien, et qu'on ne fait pas payer, entre guillemets. Et sinon, je voudrais juste dire un tout petit mot, parce que ça fait plusieurs fois que j'entends que les clients, ils sont super connectés, ils sont meilleurs que nous, ils veulent tout connecter, etc. Oui et non. J'ai passé, là, je suis à la tête de la Fédération française de l'assurance depuis juste quelques mois, mais avant, j'ai passé 7 années à la Banque Postale. Attention, il y a aussi, il y a quasiment 10 millions de personnes fragiles en France, qui ne sont absolument pas fluents avec les outils numériques, qui vont dans un bureau de poste, ils ne savent pas utiliser la tablette, ils ne savent pas utiliser l'automate. Donc le monsieur là est parti, mais c'est pareil, enfin dire il faut qu'on soit dans le 100% digital, etc. Je pense, attention, parce que là c'est un facteur d'exclusion sociale
absolument terrible. Donc, soyons pas manichéens, et je pense qu'au contraire, d'ailleurs, les banques digitales qui se créent, les dernières créées, elles font très attention avec, et à mon avis c'est le secret, à être full digital, tout sur le téléphone, enfin tout ce qu'on veut, et en même temps un service client qui répond, si ce n'est H24, en tout cas sur des plages horaires extrêmement étendues, week-end compris. Et donc, pour moi, le vrai digital, c'est le full digital quand on veut, mais quand ça bug, c'est allô et j'ai pas un robot et j'ai une vraie personne ou un robot qui est tellement sophistiqué que je m'en aperçois pas et qui me démerde mon problème quand même. Donc voilà, je vais juste quand même faire cette petite remarque. Non mais enfin, tu as tout dit. Je rebondis juste sur ce dernier point. Effectivement, oui, il y a une demande de plus en plus de digital, etc. Après, il y a toute une partie de la population. Enfin, il y a certains types de segments qui ont vraiment besoin d'être accompagnés. Donc, il ne faut surtout pas opposer l'un avec l'autre. Voilà. Et il y a vraiment l'espace pour pouvoir faire beaucoup de choses encore dans le monde des canaux humains. Et ceux qui l'ont compris mieux que personne, c'est les GAFA. Oubliez jamais, hein, Apple, par exemple, pour ses terminaux mobiles, là je parle un peu du secteur que je connais un peu, son premier réseau de distribution, c'est pas ses Apple Store, c'est pas le digital, hein. C'est les réseaux d'opérateurs de télécommunications. Et donc, ils voient la valeur, pour le coup, de ces réseaux de distribution. Amazon qui rachète Whole Foods, qui est une chaîne de distribution physique aux États-Unis, il comprend la valeur du monde physique et du monde humain. Google, il ne rêve que d'une chose, c'est que nous distribuons Google Home dans nos boutiques. Bon, eux, plus que jamais, ont compris la valeur de ces interactions humaines, donc ça ne tient qu'à nous de continuer à les valoriser et pas de basculer non plus dans un monde 100% digital. Voilà. Continuer ces échanges pendant très longtemps. On aura l'occasion encore de continuer les échanges sur un autre aspect. Et donc il me reste à vous remercier très, très vivement.